À la une de l'actualité ce soir, vague de chaleur difficilement supportable, une canicule précoce qui n'est pas sans conséquences sur la santé. Mais pour la météo, elle est des plus normales et même salutaire pour une bonne pluviométrie. Nos équipes ont tenté de comprendre, explications à suivre dans ce journal. Dans le journal également, à Djibasso, dans la Kossi, les élèves préfèrent aller chercher l'argent que de suivre les cours. Un phénomène qui inquiète et aux conséquences qui se ressentent sur les résultats et entraîne des déperditions. Constat à suivre dans cette édition. Bonsoir, ravi de vous retrouver. Mais avant de développer ces titres, sachez que Salif Diallo a été confirmé à la présidence du MPP, le parti qui vient d'achever son deuxième congrès ordinaire cet après-midi à Ouagadougou. Simon Compaoré est quant à lui élu au poste de premier vice-président. Le nouveau bureau au complet avec Draman Guéné. À l'unanimité, Salif Diallo est confirmé à la présidence du MPP. Simon Compaoré, premier vice-président, et Clémence Ouagadougou, deuxième vice-président. Le nouveau président du parti au pouvoir est épaulé de 5 vice-présidents pour un bureau de 78 membres, dont le premier ministre Paul Kaba-Thieba. Pour le nouveau bureau exécutif national, les chantiers sont énormes à 3 ans des élections générales. Il est impératif pour le parti de former les responsables des structures géographiques et spécifiques dans les 6 prochains mois à partir du Congrès, d'entretenir un dialogue politique républicain avec les forces politiques démocratiques et républicaines. Dans ce sens, le Congrès propose des rencontres trimestrielles avec le chef de file de l'opposition politique en vue d'échanger sur les questions intéressant la vie de la nation ou de toute autre question majeure. Le Congrès recommande au gouvernement de mettre en place un dispositif de pilotage et de suivi-évaluation du PNDS. Les militants étant appelés à œuvrer pour son succès. Non, rien à cacher, le PNDS n'a même pas atteint sa vitesse de croisière. Ça, on vous le dit. Nous venons de sortir d'une table ronde de bailleurs de fonds. Cette table ronde a fait des annonces. Il faut expliquer clairement les choses. L'argent n'est pas arrivé d'abord dans les banques du Burkina. Nous sommes dans les procédures et ça va venir. Nous avons même anticipé pour certains projets. L'autre jour, le président était à Koumoussi. Il a lancé le curage du lac Bam. C'est un projet vu depuis plus de 30-40 ans. Donc, ce que nous demandons au Burkinabé, c'est la confiance et la patience. Ce deuxième congrès du MPP qui s'achève ce soir demande aussi au gouvernement l'effectivité du budget programme et l'ouverture des marchés publics aux jeunes opérateurs économiques nationaux pour l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs. Dans l'actualité ce soir, la canicule s'est installée depuis quelques jours. 42 degrés à l'ombre, c'est la maximale enregistrée ces derniers temps à Ouagadougou et dans bien de localités. Pour la météo, la chaleur qui s'observe au mois de mars est des plus normales. Et mieux, la météo estime la canicule salutaire pour une bonne pluviométrie. Explication Gérard Sommet, Zalissa Sanfo. Vendredi 9 mars, jour de tournage de notre reportage, le thermomètre indique 42 degrés à l'ombre aux environs de 14 heures. La maximale en cette période de mars est atteinte. Et 42 degrés déjà, c'est une température quand même élevée. Sur le plan climatologique, c'est tout à fait normal, même si c'est un peu plus rapide que les autres années. Il fait chaud. Et ici, à la Direction générale de la météorologie, on surveille cette envolée de la température de plus près. C'est la partie allant du Sénégal, une bonne partie de la Mauritanie, le Mali, le Burkina, le Niger, le nord du Nigeria, une bonne partie du Tchad, du Soudan. Il faut dire qu'actuellement, les températures montent dans ces régions-là. Et si le thermomètre affiche 42 degrés en mars, le pire est à venir. Il fera encore plus chaud au mois d'avril. Mais le meilleur aussi est à venir, car c'est plutôt bon signe d'une bonne pluviométrie. C'est indispensable qu'on ait la chaleur. Sans cette chaleur-là,
il n'y a pas de pluie. Donc, effectivement, on en souffre, mais plus il y a la chaleur, plus la saison va avancer vite et peut-être, au résultat, on peut avoir de la bonne pluviométrie. La forte chaleur est donc un mal nécessaire. Et pour minimiser ses effets néfastes, la Direction générale de la météorologie promet cette année mettre sur le marché un bulletin qui informe sur les différentes vagues de chaleur ainsi que les précautions à prendre. Cette vague de chaleur est difficilement supportable pour les populations qui vivent mal cette situation. C'est une arrivée précoce de la chaleur. Reportage Ira Sommé, Zalissa Sanfo. Le thermomètre explose déjà dans la capitale burkinabé. Et c'est la période que les Ouagavillois disent redouter le plus. Difficile pour eux de faire leurs courses à n'importe quel moment de la journée, de s'offrir une sieste ou même d'avoir une bonne nuit de sommeil. Il fait très chaud. À partir de 10h, vraiment on ne se sent pas. On ne sait pas quoi faire. Hein. On est là, on gère ça et là. Il fait très chaud. Je pense qu'il a commencé à faire très chaud très vite. Déjà au mois de février, on sentait vraiment la chaleur. Cette année, la chaleur est précoce. Ça nous fatigue beaucoup. Ça crée des maladies. On en souffre vraiment. Je viens de m'essuyer, sinon autrement dit, vous allez voir les grosses gouttes sur mon visage. Donc la chaleur de ces derniers temps est très accablante. Dur pour eux, en cette période caniculaire. Et chacun y va de sa stratégie pour s'adapter et mieux se sentir dans sa peau. Souvent, on porte des habits, un peu des manches longues. À partir de 10h, on peut les enlever, laisser un habit avec des bras minces pour pouvoir gérer ça. D'ici là, il faut que je parte me rincer avant de revenir. Sinon, c'est insupportable. Lorsque j'arrive à l'école, si ce n'est pas à la fin en tout cas de la journée, je ne vais plus à quelque part. Donc je reste sur place, au moins on peut être à l'homme et puis pouvoir éviter cette canicule. Vêtements qu'il ne faut pas porter, notamment la chemise et la cravate, donc on est obligé de laisser ça de côté. Et puis voilà, avec ce vent mélangé à la poussière, on aurait dû aussi se protéger avec des pulls, mais malheureusement on ne peut pas. Et il n'y a pas que les hommes qui ressentent cette forte pression de la chaleur. Juste autour de nous, la nature aussi commence à montrer des signes de souffrance. Pourtant, nous n'en sommes qu'au début. Alors, quelles sont les conséquences de cette canicule sur la santé? Comment prévenir les risques sur la santé? Le docteur Hervé Thieneau, maître de conférence agrégé en médecine interne, est notre invité. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur Kindo. Merci de votre disponibilité. Alors, dites-nous, docteur, en quoi la chaleur est dangereuse pour la santé? Alors, on vient de parler tout à l'heure de la chaleur ambiante. Mais pour l'organisme humain, la chaleur peut avoir des inconvénients. Il faut savoir déjà que la température centrale du corps est un paramètre biologique très précieux et qui doit être maintenu donc, dans les valeurs normales. Cela est une condition donc, à la vie. Et lorsque cette température centrale est perturbée, cela va de soi que justement, cela entraîne donc, des ennuis de santé. Alors, l'organisme humain, bien sûr, malheureusement, a fait face à de grandes variations de température. Et heureusement qu'il dispose de mécanismes d'adaptation que nous appelons des mécanismes physiologiques. Et ce sont des réponses involontaires. Et lorsqu'il s'agit donc de chaleur, on sait que cette chaleur ambiante-là va ajouter de la chaleur à celle qui est déjà produite à l'intérieur du corps. Il y a normalement de la chaleur qui est produite à l'intérieur du corps parce qu'il y a toute une machinerie à l'intérieur du corps qui produit cette chaleur. Et lorsqu'on est dans une température très surchauffée, il y a un apport donc supplémentaire de cette chaleur-là à l'intérieur du corps. Et si l'organisme ne disposait pas de mécanismes d'adaptation,
la température centrale du corps donc, allait s'élever et entraîner des ennuis de santé. Alors, il y a deux mécanismes principaux qui permettent à l'organisme de s'adapter donc, à cette chaleur ambiante. C'est d'abord par l'intermédiaire, bien sûr, du système nerveux, du cœur, des vaisseaux et surtout de la peau. Et donc, il s'agit donc pour les vaisseaux sanguins de la peau donc, de s'élargir, de se dilater et de permettre donc, au sang donc, de venir donc, près donc, de la surface cutanée et permettre à la chaleur de sortir. Et surtout par le mécanisme de la sudation. Donc la sudation permet d'évacuer une grosse quantité de chaleur. Alors il se trouve que ces mécanismes se passent normalement chez la majorité d'entre nous, mais seulement aux âges extrêmes de la vie, cela peut poser problème parce que chez les tout petits, chez les nourrissons, et le cerveau est encore immature. Donc la réaction face donc, à l'environnement surchauffé n'est pas très adaptée. Et il y a également les personnes très âgées chez qui la réponse des vaisseaux sanguins à cette réalité n'est pas adaptée. Donc les personnes très âgées, les nourrissons et surtout les nouveau-nés constituent une population à risque d'élévation de la température centrale. Oui. Et donc pour ces personnes, qu'est-ce qui est recommandé particulièrement? Avant ça, j'allais dire que les deux mécanismes principaux ont un risque immédiat, c'est d'abord la déshydratation. Et cette déshydratation, bien sûr, si elle n'est pas corrigée, peut donc entraîner sur tout le monde, en plus, bien sûr, des personnes âgées, des nourrissons, une élévation de la température centrale. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour ces personnes très fragiles qui souvent n'expriment pas leur soif? Lorsqu'on parle, par exemple, des nourrissons et des nouveau-nés, il faut leur apporter systématiquement de l'eau. Pour éviter la déshydratation, il faut les mettre à l'abri, bien sûr, des rayons solaires, donc à l'abri donc, de cet environnement donc, surchauffé. Que ce soit des nourrissons de n'importe quel âge? Les nourrissons, tous les enfants, les nourrissons et surtout les nouveau-nés. Voilà, chez qui l'expression de la soif n'est pas manifestée et chez qui également les mécanismes d'adaptation à la chaleur sont de mauvaise qualité. Oui. Et pour nous, maintenant, comment se protéger contre cette chaleur? Certains ont dit qu'ils se rincent plusieurs fois par jour, d'autres disent qu'ils s'essuient la sueur, mais concrètement, vous, en tant que spécialiste, qu'est-ce que vous conseillez? Chacun va effectivement y aller avec ses moyens. Toujours est-il que les réponses comportementales que nous devons avoir face à cette chaleur ambiante, c'est d'abord, de faire en sorte qu'on s'expose moins aux fortes chaleurs. Donc, c'est de se mettre à l'abri de la forte chaleur, se mettre à l'ombre dans un milieu bien aéré. Oui, si possible, bien sûr, se mettre dans des environnements climatisés, porter des vêtements légers. Ça, c'est très important. C'est vrai que prendre de l'eau à température moindre que l'environnement ambiant, ça permet également de rafraîchir la surface corporelle. C'est des petits moyens qui existent, mais on ne peut pas être consommant dans l'eau. Vous voyez, donc se mettre à l'abri donc, de forte chaleur, se mettre à l'ombre dans un milieu bien aéré, ça c'est un ensemble de comportements. Le deuxième comportement qu'il faut ajouter, c'est bien sûr d'essayer de corriger les conséquences de cette chaleur que constitue la déshydratation. Parce que lorsque on transpire, lorsque la sueur s'évapore, l'organisme va tendre à se vider de son eau et forcément il faut donc corriger donc, cette déshydratation en apportant conséquemment donc, de l'eau. Et lorsqu'on veut assouvir sa soif, c'est de l'eau plate qu'il faut boire. Il ne faut pas boire de l'eau de la boisson alcoolisée ni de la boisson sucrée. Alors la mention particulière qu'il faut ajouter, chez les nourrissons qui sont sous allaitement maternel exclusif, il faut savoir que le lait maternel comporte 90% d'eau et ces nouveau-nés-là peuvent avoir leur besoin d'eau totalement satisfait par l'allaitement exclusif. Donc, recommandé souvent de se promener avec de l'eau sur soi? Absolument, oui. En tout cas, ne pas souffrir de soif et se laisser déshydrater, ça, c'est augmenter ses risques de maladie. Merci à vous, docteur, d'être venu nous donner tous ces conseils. Je rappelle que vous êtes docteur Hervé Thienot, maître de conférence agrégé en médecine interne, et vous êtes venu nous donner des conseils à propos de cette vague de chaleur qu'on constate ces derniers temps. Vous restez avec nous pour la suite du journal. Et pour la suite du journal, la vague de chaleur est une période qui rime avec une forte consommation d'électricité, mais face au délestage intempestif et au manque d'alternatives de la Sonabel, les Burkinabés se tournent de plus en plus vers le solaire.
Ils sont nombreux donc à investir dans ce domaine. Sont-ils satisfaits? Élément de réponse avec Zoubaviel David Dabiré. La période caniculaire est un véritable calvaire dans les grands centres urbains. C'est un moment de grande consommation énergétique. Et à Ouagadougou, la Sonabel ne semble pas rassurer les populations quant à sa capacité à couvrir leurs besoins énergétiques. C'est donc la ruée vers l'énergie solaire. Ce qui nous a amené vers le solaire, c'est dans un premier temps, c'est les factures, les coûts élevés. Deuxièmement, il y a les coupures. Au temps de chaleur, il y a trop de coupures. Donc, avec le solaire, il n'y a pas ça. Cette quiétude, Boukari Zida la doit à 12 panneaux solaires et 4 batteries. De quoi alimenter 2 téléviseurs, une vingtaine d'ampoules et bien d'autres matériels électroménagers dans son domicile. C'est une énergie d'avenir pour toute l'Afrique. Et cela, Abdul Lazim Gigma l'a compris assez tôt. Depuis une dizaine d'années, ce spécialiste du solaire fournit du matériel à une clientèle de plus en plus nombreuse et exigeante. Dans sa galerie, il nous présente différents types d'équipements solaires. Et preuve de l'efficacité de ces équipements, son bâtiment R+2 fonctionne entièrement à l'énergie solaire. Pour Abdul Lazim Gigma, l'énergie solaire est aujourd'hui à la portée de toutes les bourses. On ne demande pas un grand moyen pour les plaques solaires. Voilà. L'équipement solaire ne demande pas le grand moyen actuellement. Parce que comme l'État a fait diminuer les taxes là-dessus, ça a permis aux importateurs de pouvoir amener ça en grande quantité et en moindre coût. Donc je crois que sur le marché, avant nous avons des plaques de 250 qui coûtaient de 450 000 à 500 000, où on va acheter jusqu'au Mali, amener ici. Mais maintenant, sur le marché, ce n'est plus quelque chose de 80 à 100 000. Et au cours de l'interview, la chaleur commence à se faire sentir. Séance tenante, il nous fait une démonstration avec un ventilateur connecté à un dispositif solaire. On peut le brancher directement avec la batterie. Voilà, vous voyez ce que je fais. Comme ça. Voilà, et puis vous démarrez ici. Voilà, c'est ça qui marche comme ça. Le solaire se veut donc l'énergie alternative aux combustibles fossiles conventionnels. Et selon certains experts, seulement 5% du Burkinabé consomment cette énergie. Un chiffre qui devra doubler dans les années à venir. Un centre écologique pour vulgariser de nouvelles pratiques en matière de gestion des ressources naturelles au Burkina. Le centre a vu le jour à Nagrengo dans l'Oubritanga et entend aller plus loin dans l'expérience du PADCOR, le projet d'aménagement des terroirs et conservation des ressources dans la conservation et dans la récupération du capital productif des terroirs. Des détails avec Olopoda. Il occupe un espace de plus de 6 hectares. Sa vocation, éduquer et former des producteurs du monde rural sur la gestion durable de l'environnement et les meilleures pratiques dans l'agriculture. Éco-Centre Burkina, c'est de ce centre écologique qu'il s'agit. Il ouvre officiellement ses portes ici à Nagrengo, à une trentaine de kilomètres de Ouagadougou. L'initiative est portée par des anciens travailleurs du projet germano-burkinabé PADCOR et va servir de cadre d'éducation environnementale ainsi que d'apprentissage en matière de bonnes pratiques agricoles pour un développement durable. On a aussi un esprit de plaidoyer, d'augmenter les appuis au niveau des interventions dans le sol et sur l'environnement, aussi d'augmenter l'appui au niveau des producteurs pour la récupération, la protection de l'environnement et pour une agriculture durable. Avec beaucoup de visiteurs, ils seront sensibilisés pour l'état de l'environnement aujourd'hui, mais aussi les tendances. Nous voulons donner ici surtout une voix pour les jeunes. Pour cela, il y a aussi maintenant un programme pour les élèves. Ce centre de biodiversité d'un montant de 200 millions de francs CFA comprend des salles de formation, des parcelles de démonstration et des champs-écoles. Des infrastructures réalisées pour incorporer de nouvelles pratiques modernes au sein de la communauté rurale en vue de garantir une exploitation efficace et rationnelle des ressources naturelles face à la désertification, au choc climatique. Les questions environnementales, c'est une question de comportement. Allier l'éducation environnementale dès la base
permettra bien sûr aux générations futures déjà de prendre une prise de conscience que l'environnement aujourd'hui, il faut mieux la préserver si nous voulons préserver également les générations futures. Donc c'est pour dire que ce centre fera, en tout cas, participera au mieux, en tout cas aux côtés des actions menées par le gouvernement, dans une prise de conscience et bien sûr dans une prise en compte de la meilleure gestion des ressources naturelles. Centre de transfert de compétences. Ecocentre Burkina suscite de l'espoir en matière de sensibilisation pour une gestion durable de la biodiversité, pour un équilibre et surtout permettre à l'homme de prendre son destin à main dans un contexte de changement climatique. Une mission de vaincre ou périr, l'avenir de l'humanité étant en jeu. Autre actualité dans ce journal, le Burkina Faso a bénéficié depuis plusieurs années de dons japonais de riz. C'est un projet qui conduit ce programme et ce week-end, le comité consultatif du projet s'est réuni pour évaluer cette aide. On fait le point avec Salif Belem et Nathalie Sawadgo. Selon le ministère en charge de l'agriculture, pour cette année 2017, ce n'est que 34% des besoins en riz qui seront couverts par la production nationale. Le manque à gagner est à rechercher ailleurs. L'un des moyens demeure les aides alimentaires. Et en la matière, le gouvernement burkinabé depuis plusieurs années bénéficie de l'accompagnement du gouvernement japonais. Et c'est dans ce cadre que les membres du comité consultatif du projet KR 2015, réunis ici, veulent ensemble évaluer le projet KR 2015 et projeter l'avenir. Ce comité aura à réfléchir sur les résultats qui ont été accomplis au cours de l'aide distribuée dans le cadre de KR 2015 et à faire également des projections. Nul doute qu'à l'issue des travaux de ce comité, des projections seront faites et d'ores et déjà je peux vous assurer que dans le cadre du KR 2016, des notes d'échange ont été déjà signées et le Burkina Faso bénéficiera incessamment de l'aide du Japon. Les membres du comité auront pour tâche de poser les bases d'une distribution saine de cette aide et de la constitution du fonds de contrepartie, toute chose qui va permettre une bonne exécution du projet KR. Le soja est de plus en plus cultivé au Burkina Faso et surtout par les femmes. Une légumineuse qui nourrit bien sa femme, même si la filière est en train de se structurer. Et ce week-end, le réseau MARP a organisé à Léo, dans la Sicile, des journées promotionnelles du soja. À l'occasion, le potentiel du soja a été donné à voir au public. Konsoum Koulibaly, Christine Koulibaly. Il cristallise toutes les attentions depuis 2 jours ici à Léo. Lui, c'est le soja et ses dérivés. Producteurs, transformateurs et autres acteurs, ils sont tous là pour mettre en orbite ce produit. Un produit à fort potentiel agricole et qui fait fonctionner des unités industrielles et artisanales, source de revenus pour des milliers de personnes dans la province de la Sicile. Vous avez des yaourts de soja et même dans les alimentations, vous trouvez en tout cas actuellement une influence de ces produits-là sur le marché. Donc, mais la plante même, aujourd'hui, j'étais étonné que des personnes importantes, des cadres du Burkina, ne puissent pas connaître la plante du soja. Il y a l'importance, mais il y a la méconnaissance de la plante. Alors, pourquoi ne pas faire de telle sorte que la plante soit connue et que si on connaît les produits, on connaît les bienfaits du produit, l'efficacité des produits, c'est facilement vulgarisable. Ces journées promotionnelles deuxième du champ lancent la réflexion sur les contraintes et les opportunités entrepreneuriales du soja et du maïs pour les petits producteurs et productrices. Même les femmes maintenant produisent du soja. Elles savent que nutritionnellement, c'est un apport pour elles. Et aussi sur le plan économique, elles peuvent s'épanouir avec cela. Mieux, les femmes sont les porte-flambeaux de la production du soja dans la province de la Sicile. Les meilleures productrices et transformatrices sont reparties avec de quoi booster leur activité. Le leadership des femmes paysannes encore et toujours sollicité. Oxfam mène en ce moment un plaidoyer dénommé Campagne Cultivons en faveur de meilleures méthodes pour cultiver. L'ONG veut donc s'appuyer sur le leadership des femmes paysannes pour bâtir un Burkina Faso sans fin. Thiedi Larien, Estelle Judith Assogba.
Les femmes rurales membres de la campagne Cultivons avaient fait un plaidoyer aux différents partis politiques en lice pour les élections couplées présidentielles et législatives de 2015 de les accompagner à réaliser 10 mesures pour bâtir un Burkina sans fin en cas de victoire. Un an après, ces femmes se retrouvent pour faire le bilan de la mise en œuvre de ces engagements pris par le gouvernement. Aujourd'hui, nous allons faire le bilan à partir de la politique générale que le Premier ministre avait faite. Au niveau de la politique générale, nous avons vu qu'il y a eu 5 mesures qui sont dans la politique. Il y a 3 mesures qui sont partiellement prises en compte et 2 mesures en ce qui concerne les 30% qui doivent être attribués au secteur agricole et au secteur de l'élevage, et également sur la participation des femmes dans le domaine vétérinaire. Donc ce sont ces 2 qu'on ne retrouve pas. Les 5 mesures prises en compte sont l'accès à la terre, au crédit, aux techniques de production et à la technologie. Pour ces femmes, c'est déjà une avancée, mais le gouvernement peut encore mieux faire. Nous devons aujourd'hui réfléchir et faire des recommandations à l'État pour que l'on puisse prendre en compte ces 2 mesures également. Les femmes rurales se disent déterminées à jouer leur partition pour peu qu'elles bénéficient d'un accompagnement conséquent de la part du gouvernement. Je vous le disais en titre, à Djibasso, dans la province de la Kossi, les élèves abandonnent les classes le jeudi pour aller mener des activités commerciales. En fait, c'est le jour du marché de Djibasso. Et pour ces élèves, ils préfèrent aller chercher l'argent au lieu de suivre les cours. Un phénomène qui inquiète tant ses conséquences se ressentent sur les résultats et entraîne des déperditions. Constat avec Karim Ouedraogo. Jeudi, jour de marché de Djibasso, les commerces courent du monde. Les commerçants sont venus de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Burkina pour faire de bonnes affaires. C'est aussi un jour de classe pour les élèves. Mais de plus en plus, ils abandonnent les classes au profit des activités commerciales chaque jeudi dans cette partie du Burkina. Enoch Dembélé fait partie de ces élèves-là. Inscrit en classe de 4e au collège d'enseignement général de Djibasso, il a tiré presque tous les cours de jeudi au cours du premier trimestre de cette année scolaire pour vendre des sacs en plastique. Un triste constat qui inquiète plus d'un. Nous remarquons beaucoup dans les cahiers d'absence que les jeudis, le taux d'absence est plus élevé que les autres jours. Cela s'explique par le biais du fait que le marché de Djibasso c'est un grand marché et de nos jours les enfants sont attirés par les gains. Donc ils préfèrent aller chercher l'argent au lieu de venir suivre les cours. Dans l'après des fêtes, les derniers jeudis, presque les classes sont vides. Le phénomène a atteint les écoles primaires et ce depuis février 2016 avec l'instauration de la journée continue. Depuis la réforme des horaires, on a pris en compte la journée de jeudi et tout le problème s'est présenté en ce moment. J'étais en tournée dans une école à 8 km d'ici. Le jour du marché même, des élèves étaient dans les charrettes. Ils sont venus traverser la cour de l'école. Le directeur de l'école les regardait partir comme ça. Il ne pouvait rien dire. Donc, le phénomène est réel. Les enseignants sont aussi touchés par ce phénomène, surtout ceux des villages environnants de Djibasso. Les jeudis, généralement, c'était la tradition ici en tout cas. Les enseignants venaient pour s'approvisionner et puis repartir. Effectivement, nous sommes parfois en conflit avec certains qui quittent la classe pour venir s'approvisionner. On a dû écrire pour rappeler les uns et les autres à l'autre. Cette situation n'est pas sans conséquences. Elle entraîne les mauvais résultats et la déperdition scolaire entre autres dans cette localité. Face à ce phénomène, des mesures sont prises pour éradiquer ce problème qui prend de l'ampleur ces derniers temps. On va commencer par la sensibilisation, essayer de parler aux parents d'élèves, mutualiser les efforts pour faire en sorte que les élèves puissent accepter ce changement-là, parce que c'est un peu ça. Ils étaient habitués à aller allègrement le jeudi au marché, et maintenant le jeudi subitement est devenu un jour ouvrable. Bon, ils sont privés de leur marché, ça va rentrer dans les mœurs. Certainement, ça n'a pas encore pris, mais ça va aller avec le temps.
Les autorités en charge de l'éducation, les organisations non gouvernementales et les organisations de la société civile sont interpellées à suivre de près ce phénomène et apporter des solutions idoines afin que l'avenir de ces enfants ne soit pas hypothéqué. Renforcer la cohésion entre forces de défense et de sécurité et population, le PMK, le Prytanée militaire du Kadiogo, s'engage. Il a entrepris une série d'activités dans ce sens. Des détails avec Vincent Tiendrebego. Une partie de l'arrondissement 9 débarrassée de ses ordures. Sur initiative du PMK, le Prytanée militaire du Kadiogo, population, responsables politiques et coutumiers et bien sûr les PMKistes se sont donné la main pour un Cambouensin plus propre. Nous sommes conscients, le PMK est conscient de sa responsabilité sociale dans son environnement et le nettoyage donc, du marché, cette activité de salubrité participe donc de cette responsabilité-là. Il y a aussi un objectif pédagogique dans la mesure où nous faisons en sorte que les élèves prennent conscience du fait que futurs cadres de la nation, c'est avant tout donc de futurs serviteurs de la communauté dans laquelle donc ils vont vivre. L'objectif, renforcer les échanges et la cohésion entre le PMK et les populations riveraines. Évidemment, c'est des sentiments de joie surtout, parce que l'activité vient quand même soulager un tant soit peu vraiment la vie en termes de propriété, en termes de salubrité, donc qui est vraiment un acte vraiment à saluer de notre part. Vraiment, c'est des sentiments de joie. Cette journée de salubrité se tient à l'occasion des 96 heures du PMK, une action que les initiateurs entendent perpétuer au fil des années. Et puis dimanche sport, je reçois Mamadi Wena. Bonsoir. Bonsoir, Fissini. Ce soir, nous discutons de 4 sujets. D'abord, la Ligue des champions de la CAF, le RCK qui tombe à Alger, 2-0 devant l'USMA. Oui, le Rail Club du Kadiogo qui est tombé hier en Algérie et c'était pour le compte des 16e de finale de la Ligue africaine des champions. Et le RCK qui n'a tenu que 70 minutes et a encaissé 2 buts coup sur coup à la 72e minute et à la 86e minute. Et il faut attendre maintenant le match retour pour voir comment le RCK va tenter de faire la remontée ou bien la remontada, comme le diraient les Espagnols. Et c'est samedi prochain à Ouagadougou que le RCK doit forcément remonter ses 2 buts pour pouvoir voir la phase de poule. Parce qu'à partir de la 16e finale, c'est la phase de poule. Un match qui s'est joué sans les journalistes burkinabés. Oui, les journalistes burkinabés qui n'ont pas pu y aller pour défaut de visa et l'ambassade d'Algérie qui n'a pas pu donner des visas aux journalistes burkinabés. Et peut-être que nous allons revenir sur ce sujet-là. Oui, et également Mamadi Wena, des nouvelles de nos professionnels avec Préjus Nakoulma pour ses premiers buts dans l'Hexagone. Oui, Préjus Nakoulma qui est très en forme actuellement, alors que nous allons voir les images. Préjus Nakoulma qui a rejoint les Canaries et le FC Nantes pendant le mercato et pendant qu'il était à la CAN, et Préjus Nakoulma pour sa 2e titularisation en Ligue 1 et qui met un doublé, alors que nous voyons ici le premier but du genou. Et après ça, c'est le 2e but qui a permis à Nantes de s'imposer 3-2 à Montpellier. Et pour dire qu'à la suite de Nakoulma qui est très en forme, il n'y a que les étalons en 2 matchs amicaux et pour la journée FIFA. Et cette journée commence le 20 mars et les étalons vont se préparer à Marrakech pour livrer le 24 mars à Marrakech un match contre les Lions de l'Atlas du Maroc et le 27 mars du moins, un match à Londres contre le Nigeria. Oui, il y a également le championnat national de football de première division. Oui, on revient sur le championnat national avec la 15e et dernière journée de la phase aller. Et l'USFA qui a battu le RCB 2-1, Asfa Inra Raïmo 2-1 également, ISO BPS 3-0, AS Police AGEP 4-0, AS Sonabel EFO 0-0, ASFB Majestic 0-1 en faveur de Majestic et Santos FC COSAP 1 but partout. Il faut dire que l'USFA, en battant le RCB, signe sa 6e victoire d'affilée. C'est l'équipe en forme, mais le RCK reste leader et malgré le fait que cette équipe n'a pas joué et a
maintenant 3 matchs en retard. L'USFA qui continue d'impressionner. Oui, pour finir, Mamadou Wena du handball avec le but du championnat de la Ligue du Centre. Oui, la Ligue du Centre qui, après avoir lancé la Coupe Pullman la semaine dernière, a entamé hier le championnat national senior et toutes les catégories en dames. Senior, AS Sonabi, Lonabé 9-24 et AS Douane, Asfa Yenanga 19-21. Et chez les hommes, USCA et AS Sonabel 12-27 et AS Sonabi, AS Douane 30-18. Il faut dire que ce championnat s'est continué cet après-midi avec surtout les matchs des juniors et des cadets. Mamadou Wena, merci d'être venu nous donner toutes ces informations. À dimanche prochain pour un autre dimanche de sport. Oui, merci. Et tout cela sera développé demain. Demain, bien entendu, après le journal de 20h. Dans le magazine des sports. Au magazine des sports. Oui, merci pour toutes ces informations. Voilà, c'est ce qui met fin à ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.